peut-être une hiérarchie qui ne nous laisse pas nous exprimer et rendre compte. À tout moment, c'est venez passer à mon bureau, c'est asseyez-vous, réfléchissez sur tel dossier, je veux temps dans 15 minutes. Donc, votre temps, votre organisation est pour le plus clair du temps à tout moment chamboulé. Donc, il y a ça aussi qu'on a comme contrainte dans la gestion de notre temps. Alors, ça c'est intéressant, effectivement, hein. On va le voir. Une des pires causes de perte de temps, c'est les interruptions. Si on analysait à chaque fois qu'on est interrompu, le temps que ça nous prend de traiter l'interruption, de se remettre les idées en place, entre-temps, il y a peut-être eu une autre interruption, etc., c'est hallucinant. Et pourtant, Ça vaut des jours. oui, ah ben, clairement, clairement, hein. Et pourtant, alors c'est la culture actuelle de l'instantanéité, on a l'impression qu'il faut tout le temps avoir son téléphone allumé, la porte de son bureau allumée, parfois il n'y a même plus de porte, c'est l'open space, et tout le monde arrive et tout le monde… Vous parliez de la hiérarchie, Amadou, c'est tout à fait juste, mais il n'y a pas que la hiérarchie. Il y a cette sensation qu'on doit répondre tout de suite. Et de mon point de vue, ça c'est un premier axe de travail. Et justement, parce que votre porte est souvent ouverte, quand elle est fermée, quand vous avez besoin de vous concentrer, elle est fermée. Moi, j'entends des choses hallucinantes que les managers me disent. Ils sont en réunion avec leur équipe, hop, il y a une assistante qui rentre, qui va voir une personne de l'équipe, qui commence à discuter, elle repart. Il y en a qui me disent, si je veux pouvoir me concentrer, je vais m'enfermer dans une salle de réunion discrètement pour que personne ne me voie, ou je vais me cacher dans ma voiture, j'ai entendu ça aussi. Et à un moment donné, moi je dis stop. Alors, on en a beaucoup parlé, hein. Le savoir dire non, c'est très compliqué. Vous vous rappelez, en plus, ceux qui ont un driver fait plaisir, on en a parlé dans nos entretiens, ils savent encore moins dire non, mais pour beaucoup d'entre nous, on ne sait pas dire non. On ne tente pas de dire non, même à sa hiérarchie. Alors, moi la première, hein, je me souviens d'un de mes un directeur général que j'aimais beaucoup, mais alors, il n'arrêtait pas de me donner toujours plus, toujours plus, toujours plus. Et un jour, j'en ai eu assez. Donc, j'ai analysé, c'est un exercice que je vais vous proposer de faire, j'ai analysé sur une semaine type combien de temps je passais à travailler et la répartition entre les différentes tâches. Alors, vous savez qu'en France, on est censé être 35 heures. Moi, j'arrivais à 70 heures. Et donc, je vais le voir et je lui dis, voilà, il s'appelait Jean-Louis, Jean-Louis, j'ai un problème, voilà, je ne m'en sors plus. Regardez, j'ai analysé par rapport à toutes mes tâches, tac, tac, 70 heures. Il me regarde avec un grand sourire et il me dit, mais Catherine, pourquoi vous ne me l'avez pas dit plus tôt? Parce que moi, tant que la mule avance, je la charge. Alors, j'ai été très vexée déjà d'être traitée de mule. Et voilà. Donc, bien évidemment, et on le sait tous, il y a certains managers à qui il est impossible de dire ça parce que des caractériels, des personnalités limite pathologiques. Mais quand on arrive avec un discours clair et structuré, et peut-être des propositions aussi de réorganisation, d'adaptation, peut-être même de recrutement, hein. Je sais que ce n'est pas facile de recruter, mais posons le nom. Posons le nom, même auprès de notre hiérarchie. Quand ils arrivent dans notre bureau en nous disant ah, arrêtez tout, faites ça, on peut dire aussi ah oui, mais vous m'avez demandé aussi ça, donc c'est quoi la priorité? Quelque part, vous les mettez aussi face au fait que votre temps n'est pas extensible à l'infini et que c'est à eux aussi de définir ce qui est réellement prioritaire. Donc, pas simple, hein, je vous l'accorde, et encore moins quand c'est notre hiérarchie qui arrive dans notre bureau, mais on peut tenter de poser le nom, d'arrêter cet engrenage infernal, et quand ce n'est pas notre hiérarchie, mais tout à chacun qui débarque dans notre bureau, nous téléphone, etc., le mail, tendance horrible à chaque fois qu'un mail arrive dans notre boîte avec un petit ping. Ah, qu'est-ce que c'est? Catastrophe. Catastrophe, hein. On verra que je vous présenterai une méthode que j'aime bien, d'un auteur que j'aime bien, que je vous ai mis dans la bibliographie,
qui est Lionel Bélanger, il a une méthode FRAME, F-R-A-M-E, et le R, c'est regrouper. On doit regrouper pour gagner du temps. Le traitement des mails, je sais que j'ai à peu près, j'en sais rien, moi j'improvise, une heure pour traiter mes mails le matin, une heure l'après-midi. Je décide du moment où je vais le faire. Mais je ne prends pas les mails à chaque fois qu'ils arrivent. Et à moi de définir avec mes interlocuteurs que s'il y a vraiment l'urgence du siècle, ce n'est peut-être pas par mail qu'il faut, mais par téléphone. Donc, on va définir comme ça des modes de fonctionnement et essayer de reprendre la main par rapport à cette emprise du digital, cette culture de l'instantanéité qui a des effets de bord dramatiques sur nos façons de fonctionner. Donc, tout à fait d'accord hein, sur cette notion que vous évoquiez. Est-ce qu'il y a d'autres écueils dans la gestion du temps, d'autres choses qui nous gênent, qui nous pénalisent? Donc, on a parlé des interruptions, de la hiérarchie ou d'autres. Qu'est-ce qui vient encore contrarier notre gestion du temps? Un débat où je débat toute seule, c'est pas rigolo. Oui? Oui, c'est bon? C'est très bon, j'entends bien. Oui. OK. Ce qui nous contrarie des fois, c'est le temps lui-même. C'est-à-dire? Oui, généralement, je ne sais pas si c'est parce qu'on embrasse trop de choses à la fois, mais le temps, généralement, ne nous suffit pas. Oui. Voilà. Une journée de 48 heures, hein, j'entends souvent dire ça. Allô? Oui? Non? Déconnecté, c'est-à-dire? Je n'ai pas entendu. Allô? Oui? Vous nous parlez? Hein? Elisabeth, ton micro. Je crois que oui, c'est peut-être pas à nous, mais au téléphone. Élie? C'est Élie, non? Elle est là, mais en fait, elle doit couper son micro. Super. Bon. Donc oui, mais alors là, le temps, malgré toute notre bonne volonté, on ne va pas réussir à le modifier et à le faire devenir encore… Mais je suis sûre que si on avait la possibilité d'avoir des journées de 48 heures, on se retrouverait dans la même situation. Oui, absolument. Donc, ce serait même… Déjà, c'est impossible de changer, mais je ne suis même pas sûre que ce soit la bonne solution. Ça me fait penser à quelque chose que je vis souvent en formation, quand j'accompagne des parcours, alors du temps où on avait encore du présentiel, avec des tâches à réaliser d'une fois sur l'autre. Souvent, les personnes que je formais me disaient « Oh, je n'ai que 3 semaines pour le faire, il faut que vous nous donniez plus. » Alors, je tentais de donner plus, donner 5 semaines. J'avais exactement la même réponse. Hein. Donc, c'est bien la preuve que c'est dans notre tête qu'il faut faire bouger les choses, sinon, ça ne sera jamais assez. Catherine, j'ai une question. Oui. En fait, moi, je constate que avant d'accomplir une tâche, on ne prend pas la peine d'évaluer le temps nécessaire à l'accomplir. Alors, très important. Est-ce qu'il y a des méthodes pour faire cette évaluation-là? Alors, oui. Il y a plusieurs choses. Déjà, une discipline interne, qui est de se dire, je me fixe toujours une heure de début, une heure de fin. Et je m'y tiens. Alors, vous allez me dire, parfois, on se trompe dans l'évaluation. Et là, alors, on a souvent tendance d'ailleurs à sous-estimer le temps nécessaire. C'est aussi pour ça qu'à la fin de la journée, on a des soucis. Et là, l'exercice que je vais vous proposer, j'en ai déjà parlé il y a quelques instants, mais je ne l'ai pas détaillé. Il y a un exercice que j'aime beaucoup. Alors, vous allez me détester parce qu'il a un côté un peu fastidieux, mais pour moi, il est extrêmement nécessaire si on veut reprendre la maîtrise. C'est les 3 camemberts. Je suis normande et en Normandie, on aime le camembert et le fromage. Donc, le joli camembert rond, on va en poser 3. Le premier, c'est une vision a priori
de votre gestion du temps. Là, tout de suite, vous vous arrêtez quelques minutes, vous dessinez le rond et vous vous dites, bon, en moyenne, dans une semaine, je passe 30% de mon temps en réunion, 20% en entretien, 15% c'est les tâches administratives, les chronophages, qu'on appelle aussi les voleurs de temps. Vous allez peut-être vous dire, allez, c'est 5%. Et vous faites votre vision a priori. Ça, c'est pas très long, mais ça ne va pas être très juste. Et donc, la deuxième étape, c'est celle-là qui est un peu fastidieuse. Pendant une semaine, si une semaine, c'est votre moyenne de temps, vous allez tout mesurer. Vous entrez en réunion, vous notez l'heure de début, vous notez l'heure de fin. Vous vous interrompez, vous notez le temps de l'interruption. Et à la fin de la semaine, vous faites les additions. Et là, vous allez halluciner. Et vous allez vous rendre compte de la différence entre la vision a priori et la réalité. Vous allez vous rendre compte que les chronophages, ce n'est pas 5% de votre temps. Si on ajoute, comme on l'évoquait, toutes les interruptions, tout le temps perdu dans des réunions inutiles, vous êtes peut-être à 15-20% de votre temps. Et les chronophages, ils n'ont pas de valeur ajoutée. Donc déjà, s'il y a une chose sur laquelle vous pouvez intervenir, c'est ça. Et puis, ensuite, le troisième camembert, c'est votre objectif. Alors, quand je dis objectif, ce n'est pas mon monde idéal, hein, mais c'est par rapport à mon métier, quelle serait la répartition logique de mes tâches. Et là, vous reposez les pourcentages et il ne vous reste plus qu'à mettre en place, maintenant que vous avez bien chiffré, un plan d'action pour passer du camembert 2 au camembert 3. Et ça, c'est extrêmement aidant. Et c'est ça qui nous permet aussi de mesurer justement cette tendance que nous avons à sous-estimer les plages horaires que nous accordons à telle ou telle tâche. Donc, vous allez vous rendre compte qu'en moyenne, vous sous-estimez peut-être de 10%. Ça veut dire qu'à partir de maintenant, quand vous planifierez quelque chose, j'en ai pour 1 heure, non, il faut que je rajoute 10%. Et vous allez beaucoup mieux structurer les choses. Après, dans les écueils, il y a aussi les exercices que je vous ai proposés en travail préparatoire. Il y en a un que j'aime beaucoup, c'est l'histoire du vieux professeur. Alors, je ne sais pas si tout le monde l'a... Est-ce que je redis rapidement les choses? Si tout le monde ne l'a pas lu, je me méfie un petit peu. La gestion du temps fait que tout le monde... Bon. Donc, c'est une histoire très connue, mais qui est très parlante. C'est un vieux professeur qui est devant ses étudiants à l'université et il sort un bocal de sous son bureau et il y met des gros cailloux jusqu'à ce que le bocal soit rempli et dit à ses étudiants, est-ce que mon bocal est plein? Et les étudiants disent, oui, professeur. Et là, il sort un deuxième bocal avec des petits cailloux. Donc, évidemment, les petits cailloux rentrent et à la fin, il pose la même question à ses élèves qui se méfient, qui lui disent, non, non, c'est pas plein. Effectivement, il va rajouter du sable et il va rajouter de l'eau. Quelle est la morale de cette histoire? Elle est extrêmement intéressante. C'est de vous interroger sur vos gros cailloux. Dans votre vie professionnelle, mais aussi votre vie privée, que vous ne devez en aucun cas sous-estimer, prendre ce temps de se dire, c'est quoi mes gros cailloux? Et si on ne positionne pas en premier les gros cailloux, ils ne rentreront pas. Donc, c'est ça qu'on doit mettre en premier dans notre emploi du temps. Le reste, ça va se glisser autour. Et imaginons, qu'un de vos gros cailloux, ça soit vos enfants. Bien évidemment, hein, notre monde professionnel fait qu'on n'est pas... Mais peut-être que vous allez vous dire, une fois par semaine, je veux aller chercher mon fils à l'école à 17h. Et vous décidez que c'est votre gros caillou. Et vous le positionnez dans votre emploi du temps. Peut-être qu'à 17h30, vous recommencerez à travailler, mais vous aurez positionné ce gros caillou. Même chose évidemment par rapport à vos activités professionnelles, plutôt que de laisser le temps vous gérer et plein de choses se mettre dans votre agenda, vous positionnez les choses importantes par rapport à votre métier. Ouais. Catherine? Oui. Juste une remarque par rapport à ce que tu viens de dire.
Alors, moi, je trouve que le plus difficile, en fait, à trouver comme équilibre, c'est justement à ce niveau-là, l'ordre de priorité, les ordres de priorité. Il y a souvent un déphasage entre notre ordre de priorité et celui des supérieurs hiérarchiques, par exemple. Mm. Voilà. Et donc, ce n'est pas évident toujours de tomber sur un équilibre parfait. Voilà. Moi, je donne un exemple. Les mails, vous parliez des mails tout à l'heure. Voilà. Moi, j'ai mon supérieur hiérarchique qui va envoyer un mail, peu importe l'urgence, peu importe l'importance du mail, il va estimer que il est vital de répondre dans la seconde. Mm. Alors qu'en fait, il y a d'autres choses beaucoup plus importantes, selon moi, à faire que de répondre à ce type de mail-là dans l'immédiat. Et je suis arrivé à un stade où j'ai fini par imposer ça quelque part à mon supérieur hiérarchique. Et justement, j'ai fini par lui faire comprendre que ce n'était pas possible. Oui. Voilà. Il fallait voilà, procéder un peu autrement. Mais ce n'est pas évident. Parce qu'il y a des gens qui Alors, sont... c'est très compliqué. Mais cette expérience est intéressante. Comment est-ce qu'il l'a pris? J'imagine que vous lui avez dit avec diplomatie, Comment est-ce qu'il l'a pris? Bien sûr, en fait, je lui ai fait comprendre juste que je lui ai donné des exemples concrets voilà, par rapport à cette façon de le faire. Parce que si je dois m'asseoir devant mon ordinateur à checker mes mails à chaque fois et à vouloir répondre à tous les mails qui arrivent, je délaisse en fait ma tâche principale, qui est de la supervision terrain, par exemple. Voilà, et qui est de suivre les équipes. Et donc, dès l'instant où je laisse ce temps-là, je consacre ce temps-là à la réponse aux mails, pas si important que ça, il y a un risque. Il y a un risque que le travail qu'on m'a confié ne soit pas fait de façon optimale. Et ce Donc, qui est très intéressant dans l'argumentation, c'est que vous lui montrez les avantages pour lui exactement. de ne pas gérer tous les mails au fur et à mesure. Et donc ça, je pense que c'est entendable parce que du coup, il se dit, bah ouais, telle mission prioritaire, tel challenge qu'il doit réaliser, j'entends ça. Donc je pense sincèrement, là encore, à l'exception de quel caractériel fini, mais que tout patron est capable d'entendre des choses exprimées, là encore, avec assertivité. Après, la deuxième chose, c'est cette notion de vie privée, vie professionnelle, qui est importante aussi. Le temps passe très vite, hein, vous l'avez dit. Nos enfants tout petits, ils deviennent vite très grands. Il ne faut pas, au soir de sa vie, se dire « mince, j'ai manqué plein de choses ». Même si nous sommes investis dans nos métiers, on adore nos métiers, on travaille à un moment donné, et les jeunes générations le font beaucoup mieux que nous, poser des limites entre la vie privée et la vie professionnelle. Quand on travaillera sur les générations Y et Z, les Z, ils ont à peu près, pour les plus vieux d'entre eux, 22 ans, donc ils arrivent tout juste dans l'entreprise. Je peux vous dire que les limites, ils savent les poser. Pourquoi? Parce qu'ils ont vu leurs parents tout donner à l'entreprise pour se faire parfois licencier comme des malpropres à la cinquantaine. Et dans leur tête, il n'y a aucune sécurité avec l'entreprise. Donc, c'est du donnant-donnant. Et ma vie privée, elle est aussi importante que ma vie professionnelle. Alors, on ne se change pas forcément, mais ça donne des approches qui sont effectivement intéressantes. Alors, le deuxième exercice, je ne sais pas si vous l'avez fait, je le trouve très intéressant aussi. Il y a Amadou qui... Alors, Amadou, comment ça s'est passé quand vous l'avez fait? Le deuxième exercice, lui, il est taquin. Il est quoi? C'est-à-dire, il est taquin. Il y a beaucoup de pièges, en fait. Oui. Sinon, un seul. On commence par te dire de lire tout. Mais chemin faisant, ouais. chemin faisant, on commence à te donner des tâches à faire. Et j'ai failli tomber dans le piège. J'ai fait la première, celle de mettre le nom. Et après, on demande de mettre des croix, on demande... Bon, je me suis dit que c'est plus ou moins rébarbatif. Je veux voir où on va avec. Et à la finalité, je me rends compte qu'on n'a pas besoin de tout ça. Ouais. Mais c'est assez intéressant. Ça se transpose avec notre vie professionnelle. Hein. On fonce. Alors que bien se poser, lire, observer, etc., ben on fait plein de choses inutiles. Donc, j'aime beaucoup ce petit exercice. Quand je le fais en présentiel, je suis morte de rire parce qu'il y a des moments, vous avez vu, il faut crier son nom, il faut se lever, et je les vois qui font ça, puis j'en vois un ou deux avec un petit sourire, ils sont assis, ils ne bougent pas. Attention à cette tendance à se précipiter qui est tellement néfaste en gestion du temps. Bon, alors,
On a vu un certain nombre d'écueils. C'est quoi les clés de succès? C'est quoi les bonnes pratiques? Patrick nous a déjà parlé du fait déjà de dire non, d'expliquer les choses, de proposer d'autres alternatives et modes de fonctionnement. Ça peut marcher. Et puis, on n'a pas forcément un patron qui va nous dire ouais, « c'est scandaleux, dehors pour m'avoir proposé ça ». Au moins, on aura tenté. Est-ce qu'il y a d'autres clés de succès ou méthodes que vous utilisez pour récupérer la gestion du temps? Pas de petites astuces? Chez nous, par contre, j'ai une petite astuce par moment. Puisque je sais la tendance du supérieur à créer des rassemblements parfois de tous les directeurs sur certains types de dossiers, quand je pressens ce type de dossier-là, j'organise, quand c'est possible en tout cas, cette rencontre-là avec les autres pour qu'elle soit plus efficace, pour qu'on produise plus rapidement des résultats qu'on va lui soumettre. Parce que quand on le laisse lui organiser cette séance-là, vous pouvez être déjà assis en salle et puis il va descendre 1 heure après. Vous expliquez qu'il recevait tel, il avait tel coup de fil à passer et autres. Donc, tout le monde perd son énergie, sa motivation, et on va venir, vraiment, on n'avance pas. Donc, ce que j'essaie de faire pour gagner du temps lorsqu'on a souvent ce genre de tâches-là, c'est qu'avant que lui-même ne s'en rende compte pour convoquer ces séances-là, je les organise, on essaie de travailler, on produit un résultat qu'on lui soumet. Par moment, ça passe, par moment, il demande de revenir s'asseoir, mais j'avoue qu'on gagne beaucoup plus de temps en faisant ici. Donc là, c'est vraiment anticiper, en fait, et travailler entre vous. Ouais. OK. Moi, j'ai une question, Patrick. Oui, Herman. Anticiper, oui, mais qu'est-ce qu'on fait qu'on n'arrive pas à anticiper avec une hiérarchie qui va à 200 à l'heure, qui oublie de vous solliciter et qui le fait au dernier moment? Comment on fait? Parce que moi, à un moment donné, je décide de ne pas rendre les documents à temps. Oui. Et que les gars s'habituent à ça. Oui. Mais bon, c'est juste pour un moment et puis après, ça revient. Alors, je pense que la méthode que vous évoquez, qui est à un moment donné, stop, je ne fais plus, elle présente son intérêt. Mais en général, on le fait après avoir prévenu. On est toujours dans l'idéal, dans un mode de discussion où on va, comme l'évoquait Patrick, poser les choses sur la table et montrer là encore que dans l'intérêt de notre hiérarchie, cette hiérarchie pourrait avoir intérêt à modifier un certain nombre de choses. Donc, première étape, c'est essayer de convaincre, essayer d'argumenter, s'appuyer sur du factuel, s'appuyer, souvent c'est cette cacophonie d'ordre et de contre-ordre, ça génère d'énormes pertes de temps et ça a des impacts financiers, des impacts. Donc, c'est vraiment poser les aspects chiffres et faits. Et on y va avec ce constat et on y va avec des propositions. Vous savez, je vous ai déjà parlé de mon petit QPV. Que proposez-vous? Nous devons le demander à nos collaborateurs et nos patrons attendent ça de nous. J'arrive avec un problème et j'arrive avec une proposition de solution. Donc, je suis constructif. Ça marchera dans un certain nombre de cas, mais pas dans tous. On est bien d'accord. Ça vaut le coup d'être tenté. Mais certains n'entendront pas, ne voudront pas atteindre, seront dans une posture, vous savez, d'arrogance, de « mais voilà, tu es mon collaborateur, tu dois te soumettre ». À un moment donné, peut-être aussi se poser les questions, est-ce que je suis heureux dans cette société à travailler dans cet état d'esprit? Alors, ce n'est pas simple non plus, mais ça peut amener. Et tout ça pour vous dire que pour moi, quelque chose d'essentiel, c'est d'arriver à se poser à certains moments et à prendre du recul. Certains comportements ne sont pas acceptables. Alors, vous n'allez pas vous mettre en danger, vous n'allez pas balancer votre démission du jour au lendemain, mais peut-être envisager, et d'ailleurs vous faites un beau parcours, vous allez avoir un beau diplôme, de se dire à un moment donné, est-ce que cette vie me convient? Alors, ce n'est pas tout de suite, c'est vraiment en bout de course, mais si vraiment vous avez tout tenté, vous avez été constructif, positif, vous travaillez bien, vous avez des bons résultats, mais que vous avez cette pression, c'est se poser les bonnes questions.
pas facile, hein, je vous entends, hein, mais à un moment donné, stop, quoi. Combien je vois de personnes plonger insidieusement dans le burn-out, hein, et des gens comme vous, hein, des gens brillants, des gens pleins de responsabilités, etc. Et personne ne s'en rend compte. C'est ça qui est terrible. Le burn-out, c'est un matin, je ne peux plus mettre le pied hors de mon lit. Moi, je les vois en coaching. Hein. Et après, il en faut du temps pour se remettre. Est-ce que ça vaut le coup? Rappelez-vous que le plus important, c'est vous. Bien sûr qu'on donne à nos entreprises, mais attention, attention. Et le problème, c'est qu'on est tellement dans la course au temps, dans les engrenages, qu'on n'arrive même plus. C'est l'intérêt aussi du co-développement, hein, vous vous rappelez, se poser ne serait-ce qu'une heure et regarder les choses en face et ouvrir le champ des possibles, parce qu'au bout d'un moment, on a l'impression qu'il ne peut pas s'ouvrir. On est condamné à continuer dans cette routine infernale. Vous avez des beaux postes, vous avez des beaux diplômes, vous avez, à un moment donné, si vraiment toutes les autres tentatives n'ont rien donné, c'est peut-être se poser ces questions-là. Et quoi qu'il en soit, la prise de recul, c'est pour moi quelque chose d'important. Hein. Là, juste simplement pour se poser, on n'est pas dans ce que j'évoquais, peut-être changer de poste, etc., mais juste reconsidérer notre travail, où on en est, qu'est-ce qui se passe bien, comment améliorer les choses, sortir de cette course à l'urgence qui fait que finalement on est moins efficace, on est moins. Donc on devrait tous les ans au moins prendre ce temps de recul, se refixer des objectifs, mais les nôtres d'objectifs, et puis avancer, mais en ayant ces temps de voilà, où on se ressource un peu. Je ne sais pas si voilà, j'ai répondu, Herman, à votre question. C'est pas simple, hein. C'est pas simple. Oui, c'est pas simple. Voilà. C'est déjà un pas. On est obligé à rien. Hein. On a toujours notre libre arbitre. Donc, c'est toujours une balance. Qu'est-ce que ça m'apporte? Qu'est-ce que ça me prend? Tant qu'il y a un équilibre, ça va. Mais à un moment donné, quand il n'y a plus d'équilibre, quand le travail devient souffrance, ce n'est pas normal. En tout cas, c'est ma vision du monde. Voilà. Et vous avez la chance d'avoir des beaux postes. Certains, malheureusement, n'ont pas le choix. Hein. Voilà. Pour nourrir leur famille, ils sont obligés de tout accepter. Mais c'est voilà, je pense que vous avez des ouvertures. Alors, je vous propose peut-être quelques petits slides pour continuer à avancer là-dessus. Pardon. Quelques petits slides que je voulais partager avec vous. Alors, j'ai remis un peu les... Je passe en plein écran. Voilà. J'ai remis les grands pièges de la gestion du temps sur la gauche de l'écran. Cette tendance qu'on a vue avec le petit exercice à se précipiter trop vite dans l'action. Deuxième piège, je n'anticipe pas suffisamment à moyen long terme, je gère à court terme. Ou encore la procrastination, le fait de reporter sans arrêt les tâches. Et vous m'en avez parlé aussi, dernière tendance, je sous-évalue la durée des tâches. Quelques réflexes à acquérir à chaque fois, puis ensuite je vais creuser. Tendance à se précipiter dans l'action. Dès que quelque chose arrive, je traite. Je m'interromps, je traite. Stop. Il faut que je pense priorité. Et on va voir les outils pour ça, dont un qui est très connu. Je pense que vous avez tous ou presque entendu parler de la matrice d'Eisenhower, sauf que ça reste quelque chose de théorique et qu'on oublie de l'utiliser régulièrement. Parce que dans sa simplicité, c'est un outil très intéressant. Je n'anticipe pas, il faut que je planifie. On va voir que le fait de planifier est absolument fondamental, avec toujours, on l'a dit au début, l'horaire de début, l'horaire de fin. Sinon, pour peu que la tâche vous intéresse, vous allez y consacrer parfois beaucoup trop de temps. Si vous êtes un soi parfait, vous allez faire de la surqualité. Et là où 1 heure aurait été suffisant, vous allez y passer 2 ou 3 heures au détriment d'autres choses. Les autres choses, c'est ce qui va peut-être vous faire partir à 22 heures. Si je reporte sans arrêt, là, il faut que j'organise mon quotidien. Tous les matins, la to-do list, tous les soirs, qu'est-ce que j'ai fait, qu'est-ce que je n'ai pas fait.
pourquoi. Et si je sous-évalue, c'est ce qu'on a évoqué il y a quelques instants, le fait de mesurer. Et donc, vous trouverez dans les slides le petit exercice dont je vous ai parlé, qui peut se faire sous forme, je vous l'ai dit, de camembert, mais si vous n'aimez pas les cercles, ça peut être un tableau de ce type-là, hein, que vous voyez apparaître à l'écran. Vous listez toutes vos activités, donc moi j'ai mis des exemples, hein, la partie stratégique, les aspects opérationnels, les réunions, les entretiens, les tâches administratives, le développement de vos compétences de vos collaborateurs, et vous évaluez combien de temps ça vous prend aujourd'hui. Quel est votre objectif à 1 an? Et du coup, quel est votre plan d'action? C'est simple, c'est concret, c'est un petit peu prise de tête dans le côté mesure des choses, mais c'est un outil extrêmement puissant. Ensuite, les chronophages. Cet exercice vous aide à identifier la part souvent très importante des chronophages dans votre gestion du temps. Et je vous rappelle que les chronophages ou voleurs de temps, ils vous perturbent et ils n'ont pas de valeur ajoutée. Donc, il faut les éliminer sauvagement. Je vous ai mis des exemples, mais bien évidemment, c'est vous qui allez maintenant analyser ça. Premier exemple, les réunions. Le mal des réunions, c'est de la folie, des réunions trop fréquentes, des réunions trop longues, mal préparées. Vous êtes invité, vous avez l'impression de perdre votre temps. Lire le compte-rendu aurait été largement suffisant. Donc là aussi, il va falloir apprendre à dire non à vos collègues, parfois à votre patron, hein. Peut-être pas au PDG de la société, mais voilà. Et proposer des alternatives, envoyer un collaborateur, intervenir 10 minutes dans la réunion d'1 heure, pourquoi pas, hein? Votre temps est précieux, il faut qu'on le comprenne. Les interruptions, je n'y reviens pas. Les collègues, les visiteurs, le téléphone, les emails, stop. Vous avez décidé de passer 3 heures sur un dossier important, vous arrêtez tout, et là, vous allez boucler en 3 heures. Sinon, vous êtes parti pour le triple de temps. Le manque d'ordre et d'organisation. Alors ça, souvent, on me dit, mais je m'y retrouve très bien. Et là, j'ai un vrai doute. Alors aujourd'hui, le manque d'ordre, c'est plus tellement sur le bureau parce que le papier tend à disparaître. Mais si je vous demande de retrouver dans votre ordinateur ou dans votre messagerie en 12 secondes tel fichier ou tel message, combien de temps, j'aime bien, il y a Patrick qui est mort de rire, combien de temps est-ce que vous allez mettre? Et ça, au total, ça fait beaucoup. Donc, ça vaut encore la peine de s'arrêter 2 heures, de réfléchir, une organisation, une classification, perdre du temps pour en gagner. Selon nos métiers, je pense aux métiers commerciaux, des temps d'attente chez les clients, l'open space qui peut générer des problèmes de concentration, la difficulté à dire non. Vous vous rappelez les faits plaisir dans les drivers, on ne sait pas dire non, et du coup, on fait des choses qui ne sont pas de notre ressort, ça nous fait perdre du temps, ou on fait des choses qu'on pourrait déléguer parce qu'on est soit parfait, ou on remet au lendemain. Tout ça génère d'énormes pertes de temps. Donc, analysez ça et prenez les choses en main. Alors, mes slides ne veulent plus se changer. Alors, ok, à partir de ce constat, vous travaillez sur vos objectifs. Vos objectifs, mais ceux de votre équipe, parce que vous allez aussi accompagner votre équipe, c'est votre rôle de manager et de leader, et les aider à améliorer leur gestion du temps. Et rappelez-vous à chaque fois, pour chaque tâche, planification, combien de temps je donne, identifier et anticiper les imprévus, et rappelez-vous qu'un imprévu qui se répète n'est pas un vrai imprévu, et garder du temps pour cette gestion de l'imprévu. Eisenhower en un mot, hein, je pense que vous connaissez, très intéressant de l'avoir toujours en tête, à chaque fois qu'une tâche arrive, on met une double analyse, important, pas important, urgent, non urgent. La seule chose qui vaille que j'arrête tout pour le traiter, c'est l'urgent important. Là, ok, je m'arrête, je fais. Tout le reste, on ne s'interrompt pas.
C'est important, non urgent, je planifie. Et un rendez-vous avec moi-même est aussi important qu'un rendez-vous avec le big boss. Donc, si j'ai planifié, je le fais. Sinon, ça va ressortir en urgent, important. C'est urgent, mais non important. Longtemps, on a dit « je délègue ». Super, mais on n'a plus forcément le petit personnel qui va bien. Vous voyez ce que je veux dire? La merveilleuse assistante que tout le monde avait il y a encore quelques années, ça, c'était génial, mais il n'y en a plus beaucoup qui l'ont, hein, même à des hauts postes. Donc, moi, ce que je vous conseille, c'est je regroupe. Je sais que globalement, dans ma journée, j'ai 1 heure de petites choses urgentes, mais pas très importantes. Je le fais, et plutôt au moment où je ne suis pas au top de mes capacités cérébrales, ce qui implique de bien connaître nos rythmes. Et très souvent, ça va être en début d'après-midi, après la pause déjeuner. Là, voilà, on n'est pas... Eh bien, on va faire tous les petits trucs urgents, non importants. Et le dernier cadran, non important, non urgent, ben vous le laissez de côté. Et en général, ça ne ressort pas. Et si ça ressort, c'est que vous vous êtes trompé de diagnostic, donc vous gérerez à ce moment-là. Tout simple, mais très efficace. Et je vais conclure avec la méthode FREM dont je vous parlais, Lionel Bélanger, plus efficace et moins stressé. Vous l'avez dans la bibliographie. Donc, derrière chaque lettre, fixer, regrouper, anticiper, maturer, équilibrer. Je vais commencer par les 2 dernières parce que je vais creuser les 3 premières. Maturer. Vous avez quelque chose d'important à réaliser, un plan d'action. Vous savez que vous en avez à peu près pour 9 heures. Plutôt que de bloquer 9 heures d'affilée, sauf s'il y a une deadline très serrée, faites 3 fois 3 heures. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous allez vous poser entre deux, votre cerveau, votre merveilleux cerveau, il va continuer à travailler, peut-être la nuit, peut-être pendant votre footing, peut-être pendant n'importe quel moment, et vous allez être beaucoup plus productif que de vouloir tout boucler en un temps limité. Et puis, équilibrer, c'est ce que j'évoquais. Tenir compte de vos rythmes. Bien sûr, là encore, si c'est la réunion du grand chef qui est fixée au moment où vous êtes plutôt en mode tranquille, bah, vous irez quand même. Mais tout ce que vous planifiez, tenez compte de ça. Vous êtes en pleine forme tôt le matin. Fixez les réunions importantes et le travail de concentration le matin. C'est plutôt à partir de 17 heures. Là, c'est vous connaître et tenir compte de ces rythmes qui sont les vôtres. Alors, je creuse maintenant sur les premiers mots. Fixer. Fixer des rendez-vous. C'est le managenda, l'agenda du manager. Des rendez-vous avec vos collaborateurs. Ne soyez pas en mode curatif. Et même si vous êtes en open space et vous avez l'impression que la communication est fluide, ce n'est pas la même chose que des réunions. Alors, vous allez me dire, on vient de critiquer la réunionnite. Je ne parle pas de réunionnite. Peut-être ça sera juste 1 heure par semaine, mais c'est important. Peut-être ça sera 1 heure tous les 15 jours et entre les deux, un brief d'1 quart d'heure. Ça se développe beaucoup, vous savez, ces briefs. Alors, je vous parle dans la vie normale, hein, pas en mode confinement. On prend 1 quart d'heure, on est debout face à un paper, on note des choses, l'information circule. Voilà, ça vient de plus en plus dans l'outil du managenda. Et puis pareil, les réunions, les célébrations de réussite, tout ça, vous devez le planifier. Et les rendez-vous avec vous-même, aussi important, on l'a dit. Fixer des durées limites, j'en ai parlé. Une tâche arrive, ok, je décide maintenant que j'y consacrerai tant de temps. Et je ne déborderai pas. Les limites spatiales, l'organisation du bureau, mais surtout de l'ordi et de la messagerie. Des marges de manœuvre, je vais revenir un peu plus tard sur la règle des 70-30. Et des activités inamovibles. L'activité inamovible, elle est très importante pour la bonne marche de votre activité et en même temps, on peut la repousser. Et on la repousse toujours et on ne le fait pas. Je vous donne un exemple. Moi, je viens du marketing. Pour le marketing, il faut absolument sortir sur le terrain avec les commerciaux pour voir comment ils fonctionnent, échanger avec les clients, etc. Et donc, quand on sort en clientèle, souvent, on bloque une journée parce qu'on va assez loin voir les différents commerciaux. Et donc, on le planifie. Et c'est tellement facile. Il y a une urgence de décaler ce rendez-vous avec les commerciaux. Et au final, on ne le fait pas insuffisamment. Donc, c'est ça, les activités inamovibles.
Alors, Bélanger nous fait réfléchir aussi sur les rendez-vous avec nous-mêmes. Et là, je vous livre sa recommandation. Lire. Alors, quand on parle de lire, hein, c'est en lien avec le monde professionnel. C'est pas lire, je ne sais pas moi, Zola ou Maupassant. C'est lire l'actualité de votre domaine professionnel ou l'activité économique. 1 à 2 heures par semaine. Se cultiver, même chose. C'est pas lire, là encore, Maupassant, c'est lire Lionel Bélanger ou tout bouquin sur le management ou le monde professionnel. 4 à 6 heures par mois. Faire son plan et son bilan de journée. 10 minutes le matin, 10 minutes le soir. Très structurant. Définir ses objectifs annuels. 1 à 2 heures par an et par objectif. Ça veut dire à peu près 8 heures par an. Je me pose et je clarifie. Bilan de l'année précédente. Qu'est-ce que je veux faire cette année? Et je pose ça. Se détendre et s'aérer. 20 minutes par jour. Rien que pour vous. Alors, c'est amusant, quand je pose la question, certains me disent, bah, même pas mal, hein. Tous les jours, je vais faire mon jogging ou je marche un peu. Et d'autres me disent, oh, est-ce que faire les devoirs avec les enfants, ça peut être se détendre et s'aérer? La réponse est non. 20 minutes pour vous. Méditer, se reposer, tricoter. Vous tricotez, bien sûr. Je plaisante évidemment, mais quelque chose qui vous plaît. Se former. Alors, cette année, vous explosez les scores, mais est-ce que tous les ans, vous consacrez 3 à 6% de votre temps à toujours vous former sur votre activité professionnelle? Et puis, alors là, moi, ça a été le coup de grâce. L'activité physique, 3 heures par semaine. Mais bon, il paraît que la marche peut rentrer. Alors, la marche rapide, hein, extrêmement important pour notre santé, pour notre psychisme, et parce que quand on se déconnecte et qu'on marche dans la nature, on a aussi des idées et des choses qui se débloquent au niveau professionnel simplement parce qu'on a lâché prise. Donc voilà, je vous laisse méditer sur cette suggestion que je trouve intéressante. Regrouper, on en a parlé, tout regrouper. Je regroupe mon temps de classement, mon activité téléphonique, mon travail sur ordi, mes lectures, mon travail de rédaction, appel d'offres, machin, etc. et mes déplacements. Anticiper, on en a parlé au début. Et puis je vous ai parlé de la règle des 70-30 et c'est là qu'on va la trouver. Ce qu'il nous conseille, tous les jours, on prépare notre journée. Une quinzaine de minutes. On répartit 70% des activités. C'est ça les 70-30. Si on met 100%, il y aura toujours des imprévus et on va partir très tard. La semaine, une demi-heure de préparation. On planifie 50% des activités. Le mois, une demi-heure de préparation pour positionner à peu près un tiers de notre activité. Et là, on pose un cadre qui va être extrêmement intéressant pour la gestion du temps. Autre conseil, combien de temps consacrer à la gestion du temps collectif? Ça aussi, c'est intéressant. Pour être productif, un face-à-face, un entretien face-à-face, 1 heure maximum. Sauf si c'est l'entretien annuel d'évaluation, là, on monte jusqu'à 2 heures. Une réunion, maximum 2 heures. Sauf si on fait venir nos commerciaux de tout notre pays, et là, ça sera une journée. Mais sinon, nos points hebdo, 2 heures grand maximum. Un entretien téléphonique, on ne dépasse pas 20 minutes. Les briefs dont je parlais, 10 à 15 minutes. Et on me pose souvent la question, et si c'est une conférence téléphonique ou une visio? Eh bien, conférence téléphonique, moi je dirais 20 minutes maxi, comme l'entretien téléphonique. On n'a pas le non-verbal. La visio, on peut aller jusqu'à 1 heure. Et très important, mettre au point avec l'équipe une charte du temps partagé où on va poser les modes de fonctionnement. Si on évite de répondre au téléphone, de traiter ses mails pendant la réunion, etc., on va aller beaucoup plus vite. Donc, posons les choses au début. Voilà, sur ces quelques éléments en complément de ce que l'on avait vu, est-ce que vous avez des questions complémentaires ou d'autres pistes à proposer pour toujours améliorer cette gestion du temps? C'est bon, il y a des choses qu'on va essayer. J'espère bien. Qu'est-ce que vous allez essayer en priorité? Ben, c'est déjà ma dernière vague. Entendu.
gérer les gros cailloux dans la bouteille pour ne pas laisser le sable remplir avant de mettre les gros cailloux. Très bien, Mamadou. J'apprécie ce premier choix. Moi, je vois déjà le dernier slide, de gérer le temps collectif, parce que moi, je travaille en open Il space. faudra faire le camembert d'abord. Et il y a toujours quelqu'un qui a quelque chose à dire. Et donc, si on arrive à définir ça ensemble, je pense qu'on va avancer dans la production. Oui, tout à fait. Catherine, Oui. tu parlais de la délégation. J'avais l'impression que tu n'étais pas... Moi, je prends le temps de Alors, Louis, mesurer les activités. Louis, tu as une mauvaise connexion. On ne comprend rien. Louis, il y a un gros problème de connexion. Vous êtes en mode robot. On t'entend décalé, là. Catherine, Oui. pour que j'oublie, avant qu'on termine, moi, je voulais Peut-être faut écrire. si c'est maintenant ou après, je voulais quand même qu'on discute des livrables par rapport au leadership pour que tu expliques un peu. On a terminé une première étape pour qu'on discute de nos livrables, quoi, par étape et tout ça, quand est-ce que tu les attends, etc. Alors, moi, mon livrable, c'est à la fin de l'année. Hein. D'accord. Retour à la première conférence où j'ai tout dit. Et c'est à la fin de l'année. D'accord, c'est bon. Ça n'empêche pas de compléter vous au fur et à mesure, mais vous me retournez tout à fait à la fin de l'année du parcours. D'accord. Okay. Patrick était en train de parler. Alors, je voulais juste revenir sur la délégation. Oui. Parce que tout à l'heure, quand tu en parlais, j'avais l'impression que tu n'étais pas si convaincu que ça. De la délégation? Enfin, de son utilité en tout temps, disons. Je suis fondamentalement convaincue de l'intérêt de la délégation. Okay, très bien. Pas n'importe quelle délégation. On en a déjà parlé dans le management adaptatif. Ne délègue pas à n'importe qui. Et déléguer, ce n'est pas juste fais ci. C'est confier une vraie mission. C'est ça pour moi déléguer. Hein. Si c'est je te donne une tâche à faire, ce n'est pas de la délégation. Donc la vraie délégation, c'est fondamental pour faire grandir le collaborateur, pour nous libérer du temps. Donc essentiel. Mais voilà, donc pour moi, c'est vraiment quelque chose de clé. Et non, je ne sais pas pourquoi mais vraiment, moi, je suis à 100% pour. C'est ça, en fait, je suis allé un peu fort en disant que tu étais sceptique. Ce n'est pas vraiment le terme que je dis. Après, il y a des personnes à qui on ne peut pas déléguer. Il y a des personnes, vous ne pouvez pas déléguer. Elles n'ont pas envie, elles ne sont pas compétentes, elles sont là, on se met en danger. Mais dès qu'on sent que la personne est prête, c'est vraiment la faire grandir. Toujours pareil, hein, ça nous prend un peu de temps au début, mais qu'est-ce qu'on va gagner comme temps derrière? Voilà. Parce que quand je parle de délégation, il y a la délégation au travail, donc dans le cadre professionnel, et puis il y a la délégation dans le cadre privé aussi, qui nous permet de gagner du temps. Alors Patrick, si vous voulez me faire dire que vous allez déléguer à votre épouse toutes les tâches agréables de votre MBA, je ne suis pas d'accord. Je suis de tout cœur avec elle. S'il vous plaît. En fait, c'est vrai que dans la vie privée, il y a des choses en fait, qu'on se force de faire, alors qu'en fait, ça empiète sur notre temps de travail. Oui. Et donc, dans ce cadre-là, moi, je scinde un peu la délégation en deux. Hein. Donc, c'est une délégation qui ne nécessite pas forcément d'apprentissage en tant que tel. Ce n'est pas le même niveau de délégation. La délégation dans le cadre professionnel, dans la vie privée. Donc, c'est pour ça que j'en parlais comme ça. Voilà. Je souris parce qu'on a dit qu'on est délégué aux personnes compétentes et motivées. Je ne sais pas pourquoi, mais les hommes manifestent toujours une forte incompétence pour certaines tâches domestiques qui font qu'on ne peut pas leur déléguer. Mais là, j'ai dit la manipulation. Plaisanterie à part, dans des années compliquées comme celles que vous vivez, avec une organisation, avec certainement des conjoints qui travaillent aussi, mettons un peu d'argent pour nous faire aider. Hein. Voilà. Garder le temps qu'on a pour les bons moments avec l'épouse, l'époux, la famille. Ce n'est pas très fréquent, mais ça doit être des moments privilégiés. Et pour le coup, là, ce n'est pas de la délégation, mais sous-traiter les tâches, faites-vous aider, quelqu'un qui va aider les enfants, voilà. Fondamental.
S'il vous plaît. Oui, Amadou. Oui. Bon, par rapport à Louis, il a écrit sa préoccupation. Comme il a un mauvais réseau, j'aimerais la ramener ici. Il a dit que ce qu'il va faire, c'est d'identifier Oui. la page Très bien. en faisant une mesure de la durée des tâches sur une semaine, comme vous avez dit dans l'exercice. Super. Je vais lui répondre parce que je ne sais pas s'il m'entend, du coup. Je vais lui dire « Bravo, Louis. Je veux un compte-rendu. » Il va faire ses camemberts. Oui. Très bien. Oui, non, tout à fait. Le pauvre, il a vraiment des soucis de connexion ce soir. Pourtant, d'habitude, ça marche bien. Mais bon. OK. Parfait. Vous êtes prêts à appliquer tout ça, à trouver des petites pistes pour vous sortir de... Ouais. C'est important. Hein. Et franchement, ça marche. Hein. Il y a plein de petites clés toutes simples dans ce que j'ai dit. Vous le saviez, mais on l'oublie. Reprenez les basiques, choisissez un ou deux outils et regardez les résultats et reprenez le contrôle. OK. D'accord. Noté. Eh bien, il me reste à vous souhaiter une très, très bonne soirée, à vous dire à très bientôt. Prenez toujours bien soin de vous. Hein. On s'accroche, on résiste et à très bientôt. Au revoir. Merci. Au revoir. Au revoir, Catherine. Tout le monde.